Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission qui a comme invité, vous le lisiez au passage du générique, Monsieur l'abbé Pondou, José Pondou, Monsieur Modeste Bonigaba et Maître Justin Magala. C'est pour parler de l'éducation. Après avoir parlé de l'enseignement, parler de l'éducation peut prêter à confusion. Cette confusion, nous allons la balayer en demandant à Monsieur l'abbé de nous dire ce qu'est l'éducation. Parce que la différence avait déjà été donnée, mais enfin, la répétition, c'est la mère des sciences. L'éducation, c'est quoi? Eh bien, il faut partir de l'origine du mot. L'origine du mot, c'est educere. Ça vient du latin. Le verbe educere, c'est-à-dire ducere, c'est conduire. Et ducere, c'est à partir de, sortir de, pour amener à quelque part, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons définir l'éducation comme un processus par lequel on conduit quelqu'un d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre, d'une manière d'être à une autre. Eh bien, c'est ça, educere. Donc, c'est une façon de former à la vie. Voilà. De former à la vie. Vous avez complètement raison. Parce que j'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire, c'est l'art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent. La différence est là parce que pour vous, c'est jusqu'à la mort. Un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie sociale, sa vie personnelle, avec une personnalité suffisamment épanouie. Donc, vous avez complètement raison, c'est conduire une personne d'un point A à un point B. Et disons que le point B, c'est effectivement, vous le disiez, avant de monter sur ce plateau, jusqu'à la mort. Exact. Maître Magala, vous voulez y ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec monsieur l'abbé. En fait, tel qu'il a dit, c'est l'objectif même qui définit l'éducation. C'est l'objectif est de faire progresser, de quitter l'état initial, de faire progresser vers. Et ça, dans tous les secteurs. En lingala, on dirait kokomisamutu, okomamutu. Pas seulement d'un seul point de vue, sur tout le point de vue, devenir quelqu'un, devenir un homme fiable. Oui, une femme fiable. Une femme fiable, un homme grand âge. Grand âge. Donc, est-ce que Modeste Bonigaba a encore autre chose à ajouter? Non, c'est juste que si on devait utiliser une image, ce serait comme un adulte déjà bien constitué, un bébé, il lui apprend à marcher, il lui apprend les rudiments de la vie, donc depuis le début, mais avec déjà un objectif en tête. Il sait qu'au terme de ce processus, la personne, la fille ou la femme ou le garçon, devient effectivement un citoyen. Un citoyen qui peut servir sa communauté, son pays. Donc on doit déjà imaginer le processus qui doit conduire à ce que chaque citoyenne devienne utile à sa société. Bon, il y a éducation physique, il y a éducation artistique, éducation littéraire, éducation professionnelle, éducation scientifique, éducation religieuse. Bon, quand on fait de la recherche, effectivement, il faut aller fouiller dans tous les sens. Je voudrais vous poser une question d'abord à vous deux, M. Magala et Bonigaba, en commençant par M. Bonigaba. Mais parce qu'on parle de H, comment vous dites encore? Grand H.
Mais nous avons des problèmes, nous, en Afrique et particulièrement au Congo. Comment former l'enfant quand on ne peut pas utiliser un certain nombre de termes, des mots, particulièrement dans la formation d'une fille. Nous avons nos coutumes qui ne nous permettent pas de parler d'un certain nombre de choses parce que nous estimons que elles sont scandaleuses. Alors quand on les apprend à l'extérieur, ça devient dangereux. Oui, c'est une vraie question, c'est un vrai problème parce que il faut pourtant trouver des mots, des méthodes pour aborder ces questions-là qui sont considérées comme tabous, peut-être par d'autres que ceux qui sont normalement censés le faire, c'est-à-dire le père ou la mère. Dans nos sociétés traditionnelles, c'était la tante qui avait certaines choses à dire à la fille. Le garçon, lui aussi, avait... son grand-père. Oui, donc, on avait trouvé un moyen d'éviter au père ou à la mère cette difficulté, parce que c'est vraiment un problème. C'était comment, moi je vais parler de la sexualité à mon fils qui n'a que 14 ans. Mais moi je me souviens que quand on avait justement cet âge-là, les parents vous laissaient commencer à vous asseoir avec eux. Donc à partir de 14 ans, on ne vous chasse plus. Quand les adultes sont entre eux, vous arrivez, on vous laisse. Parce qu'il y a des choses qui se disent entre adultes, qui normalement ne devraient pas être tombées à l'oreille d'un enfant. Mais à partir de 14 ans, on vous initie. C'était comme une initiation à l'homme que tu vas devenir, à l'adulte que tu vas devenir. Et donc, si on ajoute à ça déjà les mouvements de jeunesse, les Xavéry, les scouts, etc., on avait comme ça un encadrement qui permettait quand même aux jeunes de ne pas complètement être perdus, même pour des questions comme celle de vous avez. Maître Bagala. Justement, ce qu'il dit est vrai. Le souci, c'est que nous sommes en train de nous nier culturellement parlant. Et ça n'existe plus, ou quasiment plus, ces milieux de formation ou d'éducation collective. Parce que l'éducation suppose un environnement géographique. Vous êtes quelque part. Un environnement culturel qui doit s'adapter aux objectifs de ce que la société poursuit. Ce qu'il dit en fait, c'est que quand nous grandissions, n'importe quel père de famille, on le prenait pour un papa. Donc il pouvait vous gronder du fait que vous rentriez tard, du fait que vous comportiez mal. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. C'est-à-dire, si le voisin gronde votre enfant, mais vous risquez de finir au tribunal. Alors que, bon, parce qu'il y a des voisins aussi qui n'ont rien d'honnête. C'est tout ça qui détruit la société. Premier problème. Deuxième problème, c'est cette négation de nos valeurs. En fait, nous sommes partis trop vite en besogne en abandonnant ce qu'on avait d'essentiel et en copiant ce qui nous est venu de l'étranger. Ce qui finalement nous perd. Tout à fait. Les enfants qu'on veut protéger en évitant de leur dire certains mots, en fait, ils apprennent sur les réseaux sociaux, ils apprennent dans la rue, et finalement, on a raté l'objectif. Parce qu'en protégeant ce qu'on croyait innocent, finalement, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. J'ai connu un exemple d'une maman qui se plaignait, elle dit, elle appelle sa fille de 16 ans, elle lui dit, aujourd'hui, je vais te parler finalement de la sexualité, tu as grandi. Elle dit, maman, qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, l'enfant considère que il n'a plus rien à apprendre de sa mère. C'est grave. Justement, parce qu'on a voulu trop protéger. On a porté tellement de gants que l'âge, comme il n'attend pas, l'enfant a appris ailleurs et a appris mal.
Parce que l'enfant a appris en volant, En trichant. En rentrant sur les réseaux sociaux qui ne lui étaient pas permis, qui ne lui sont pas naturellement permis. Et voilà, la catastrophe est vite arrivée. Tout à fait. Monsieur l'abbé, un mot à ajouter? Le mot à ajouter, c'est peut-être une expérience en rapport avec ce que je viens d'entendre. Lorsque mon père a voulu me donner une éducation au service de la vie, au service de l'amour. Et je me rappelle ce qu'il a fait. J'avais quel âge? 12, 13, 14 ans à peu près. Eh bien, il m'a offert un livre. Et à l'époque, ce livre était un livre qui était bien connu. C'est le livre du docteur Jean Carnot. Et ce livre s'intitulait « Au service de l'amour ». Et mon père m'a offert ce livre en disant « Tu lis ce livre et une fois que tu as terminé, nous allons nous retrouver pour échanger autour de cela. » Et j'ai lu le livre, j'ai découvert pas mal de choses. Et quand j'ai terminé la lecture, après quelques jours, n'est-ce pas, eh bien, ou semaines, eh bien, nous nous sommes retrouvés avec papa pour en discuter. Qu'est-ce que tu as appris? Et lui, bon, il répondait à mes questions et il me posait aussi des questions et on a échangé et ça m'a permis de connaître des choses dans un climat détendu. En fait, ce que je voudrais dire ici, c'est que l'éducation peut être orientée de deux manières. Il y a une éducation qui est orientée au service de la domination. Et donc, là, le papa impose, n'est-ce pas? Et il y a une éducation qui est orientée au service de la vie. C'est-à-dire, l'enfant qui est éduqué dans un système d'éducation au service de la vie, eh bien, il apprend à se prendre en charge. Il apprend à répondre aux défis de la vie. Et la sexualité est un défi de la vie, n'est-ce pas? Il apprend à gérer les problèmes de la vie, à donner des solutions, à trouver des solutions aux problèmes de la vie, n'est-ce pas, à partir de ce qu'il a en lui. Et donc, l'éducation au service de la vie libère les énergies créatrices, n'est-ce pas, de l'enfant, et cela se fait tout au long de l'existence. C'est pourquoi je dirais que l'éducation au service de la vie ne s'arrête pas à l'adolescence. L'éducation au service de la vie qui prend en compte toutes les dimensions de la vie, je dirais, tous les secteurs de la vie, n'est-ce pas? Eh bien, cette éducation, elle est permanente. Elle est permanente et elle se poursuit jusqu'à la fin de la vie, n'est-ce pas? Et on continue à découvrir des choses, on continue face aux problèmes de la vie. On n'a plus besoin d'aller demander au maître, n'est-ce pas, de demander à quelqu'un d'autre des solutions. Non, on a été formé à chercher des solutions aux problèmes, c'est-à-dire à bien poser les problèmes et à trouver des solutions qui vont contribuer au bien-être de la personne et de la société. Oui, bon, je donne des exemples. Dans le Haut-Zaïre, Mena Chopo, c'était spécial. Quand la fille atteignait les 14 ans, elle entrait dans une école, véritablement l'école de la vie. On lui apprenait tout, et jusqu'à la cuisine. Vraiment tout. Tout ce que la femme de demain doit apprendre pour maintenir son foyer, pour garder son mari à la maison, la tendresse, la gentillesse. Et qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur si déjà votre épouse prépare bien le repas? Et d'ailleurs, ils sont même allés loin. Même vous laver son mari, voilà, c'est un bébé, etc., etc. Chez les Lunda du Katanga, il y a ce qu'on appelait le Mukand. Les enfants, les garçons,
vont en forêt pendant un certain temps, on leur apprend, on les initie à la vie, et c'est là que se passe aussi la circoncision. Malheureusement, il y avait de temps en temps des petites erreurs, vous savez, quand vous faites la circoncision avec des rudimentaires, il arrivait que infection, l'enfant meurt, et puis il y a des petits problèmes. Tout cela est peut-être loin derrière nous, à nous, demain, après-demain, de peut-être reconstituer tout cela. Ça peut aider à l'épanouissement des enfants et donc de la société. L'éducation, monsieur l'abbé, l'éducation jusqu'à la fin de la vie. Aujourd'hui, est-ce facile? Vous avez donné un bel exemple, votre père vous a pris en charge, mais les autres, c'était au cours du manger, autour du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner qu'on échangeait. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile compte tenu des moyens de certains parents. Et d'ailleurs, même les parents qui ont des moyens, les garçons vous disent ce que a dit Maître Magala, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre? Donc, la pauvreté fait en sorte que certains parents ne sont plus capables de réunir les enfants autour de la table pour leur parler. D'autres ont les moyens de réunir, mais les enfants considèrent qu'ils peuvent apprendre tout ça par eux-mêmes. C'est un recul dangereux ou Maître Magala? Forcément, c'est un recul dangereux parce qu'on n'a pas tenu compte dans ces pas qu'on croyait faire en avant de nos réalités culturelles. Vous savez, il suffit d'observer les jeunes gens quand ils vont à l'université. Ils sont logés au home. Ils viennent apprendre sur le plan intellectuel. Ça, c'est une partie de la formation à l'université. Mais au home, il faut préparer. Il faut laver ses habits. Il faut trouver comment faire un bon foufou. Combien ça va le faire? La catastrophe commence là. Il y en a qui quittent la maison, ils ne connaissent pas ces rudimentaires de la vie. C'est déjà un problème. Oui, il ça va repasser. Il ne sait rien faire. Premier problème, c'est-à-dire que bien que c'est légitime de venir chercher la connaissance intellectuelle à l'université, mais à ce niveau-là, il est tellement incomplet qu'il ne s'adapte pas. Et généralement, quand ils ont un peu de moyens, ils sont obligés de payer quelqu'un pour le faire. Alors que les autres le font facilement parce qu'ils ont appris. Vous avez des foyers où on vous dit la cuisine, ce n'est pas pour les hommes. Quelle erreur. Mais il va se débrouiller comment quand il sera en milieu estudiantin ou avant son mariage. Ce sont de petites choses qui montrent les erreurs que nous commettons. Vous savez, dans nos familles bantoues, on met les plats sur la table et tout le monde partage. Ça crée une certaine proximité, une relation d'amour. Aujourd'hui, chacun se sert sur la table quand il veut. Le dîner en famille, ça ne veut plus rien dire parce que chacun est parti, chacun revient, il se sert, il mange. Il n'y a plus de contact familial où celui-ci mange, l'autre est sur son téléphone, l'autre. Ce sont des pertes énormes en termes d'éducation, en termes de formation. Surtout pour les gens qui se veulent, qui se veulent responsables. Vous savez, j'aime bien de voir M. l'abbé qui maîtrise la Bible mieux que moi. Même quand vous avez l'onction, vous avez David, il a été roi. Mais il était berger. On ne pouvait pas mettre un berger à la tête d'un pays. Donc Dieu s'est arrangé, on lui a donné le temps d'aller au palais, d'apprendre en jouant de la musique pour le roi. Il avait les habitudes du palais, il a compris comment ça se passait. On lui a donné le temps de faire l'armée. C'est un roi qu'on prépare. Mais il doit être préparé dans un milieu royal pour qu'il connaisse les habitudes du milieu. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Vous voulez faire un enseignant, il faut le mettre dans les milieux. Vous voulez faire un ingénieur,
il faut le mettre dans les... Et il doit maîtriser les A, B de ces milieux-là avant que vous n'ayez un produit fini fiable. Sinon, vous sortez un parachuté qui vient diriger même une école, mais qui n'a pas étudié dans une école de ce type-là. Il est perdu. Vous voulez faire un ingénieur qui ne connaît... On a tenté ici, j'ai vu quelques exemples avec la construction de maisons dans les PDL 145 territoires. Mais si vous voulez tenter de construire une maison comme vous la faites, une école comme vous faites à Kinshasa, vous voulez construire ça au Kivu, ça ne va pas marcher. Déjà, les matériaux sont différents. Et ça pose des problèmes parce que vous voulez importer ce qui existe. Là, on le fait avec la terre cuite. Ici, on le fait avec les briques ciment. C'est pas pourquoi? Parce que la nature choisit ses éléments. Là-bas, on doit arrêter la chaleur et consort. Donc, la brique cuite a plus de vertu pour ça. Donc, il faut que quelqu'un qui y réfléchit, qui est du secteur, puisse agir à ce moment-là. Et il faut disons, consulter les personnes du milieu, quoi. Réalité géographique. Voilà. Vous voulez répondre, parce que je voulais poser une question. Mais comment arriver à retourner à ces réalités qui étaient les nôtres? Parce que moi, je me souviens très bien que les Belges voulaient nous conduire vers une destination. Et d'ailleurs, quand l'enfant ne venait pas à l'école, ce sont les parents qui le punissaient. Mais nous, on n'a pas gardé notre authenticité. Ce n'est pas pour dire recours à l'authenticité, mais comment revenir à ces valeurs, mon cher? Ce sont des valeurs, non? Oui, c'est pour ça que, en venant à cette émission, je me suis dit, on va certainement parler de l'éducation, mais de l'éducation nationale. Parce qu'une nation digne de ce nom doit penser l'éducation de sa population, mais surtout cette partie, cette fraction de la population qui est au début la jeunesse. Au Japon, en Chine, on vous dit voilà comment là-bas on est en train de préparer les jeunes là de demain, les enfants, on leur apprend déjà ça. Donc on a déjà en tête le type d'homme qu'on veut forger. Il faut faire acquérir à l'enfant une mentalité qui soit celle qu'on veut donner justement à la société, à la société dans son ensemble. C'est comme ça que on peut parler de la mentalité pharaonique. La mentalité pharaonique, c'est celle que normalement un pays comme le nôtre devrait inculquer à sa société. La mentalité pharaonique, c'est finalement la mentalité du développement. Parce que c'est des hommes et des femmes qui doivent voir grand. Qui doivent voir grand, qui doivent avoir envie de bâtir leur nation avec amour. Et non comme ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons, c'est... On voit par exemple des câbles qui vont dans tous les sens. On voit qu'on ne cherche pas le beau. On bâtit comme quelque chose que tout à fait fonctionnel, mais pas vraiment. On ne cherche pas le beau là-dedans. Il faut changer ça. Il faut que les enfants grandissent avec cette mentalité de bâtir un beau pays. Donc tout ce qu'ils doivent toucher, tout ce qu'ils doivent construire doit être beau. Ils doivent avoir ce souci du beau. Et ça commence à partir de les bas âges. Oui. La mentalité d'entrepreneur. Il faut dès le début, dès le bas âge, que l'enfant ait ce souci-là de ne pas toujours attendre qu'on vienne lui dire non, le sens de l'initiative. C'est ça la mentalité d'entrepreneur. Il veut entreprendre quelque chose et il est formaté pour ça. Ne pas avoir peur. Chez les scouts, on vous enlevait ça parce qu'on vous dit, vous quittez ici, vous allez à 10 km, vous y allez tout seul, à 12 ans. Oui.
Ah, d'abord, vous vous dites on ne m'aime pas, mais quand vous avez fait les 10 kilomètres, ça, j'ai pas eu peur. Et donc on vous forme. On vous forme pour affronter. Voilà, le danger. Affronter le danger, ne pas avoir peur de l'inconnu. Voilà. Cette mentalité elle doit être celle de conquérant. Dès le bas âge, l'enfant doit avoir, ça rejoint ce que nous venons de dire, cette capacité, ce potentiel pour affronter, aller vers l'inconnu, ne pas avoir peur d'aller à la découverte de nouvelles choses. Ça, c'est au niveau d'une nation. Donc, ça doit être pensé par l'autorité qui a en charge ce secteur-là. Merci beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'imagine qu'à Kinshasa, enfin, je me trompe peut-être, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent un peu ce qui se passe tout autour d'eux dans les villages. Je crois que tout le monde se contente de rester en vie, de paresser, de draguer, de jouer à la dame, alors que nous, même à 12 ans, on allait voir ce qui se passait dans les brousses qui nous entouraient. Monsieur l'abbé, vous n'avez pas parlé, ça fait longtemps. Ben, je crois qu'il y a un élément très important sur lequel j'aimerais insister, c'est la qualité de la relation. Ce que l'éducation doit amener l'homme, l'être humain, à faire, c'est vivre ensemble. Comment vivre ensemble de telle sorte que la qualité des relations que nous entretenons entre nous, les humains, soit des relations épanouissantes pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire épanouissantes non seulement pour moi, égoïstement, mais pour l'autre aussi. Et donc, quelque part, dans l'éducation au service de la vie, tout commence par la relation. Quelle est la relation que l'enfant, dès le bas âge, dès la naissance, entretient avec les parents, entretient avec l'environnement, les voisins, les frères et sœurs, et quelle est la qualité de la relation. Et ça suppose que dans l'éducation au service de la vie, on apprend à l'homme à connaître ses besoins, à connaître les besoins des autres, à chercher comment satisfaire ses besoins, mais comment contribuer à la satisfaction des besoins des autres. Et que la satisfaction des besoins devient comme le point focal de l'éducation. Et l'enfant apprend, n'est-ce pas, à réagir par rapport aux problèmes de la vie. Et des problèmes de la vie sont liés aux besoins qui sont les miens, aux besoins qui sont ceux des autres. Oui, mais l'exemple, monsieur l'abbé, c'est l'amour. Quand quelqu'un est accidenté, avant, on allait le secourir. Oui. Aujourd'hui, on va le dépouiller. Oui. Mais c'est grave. Donc, il y a un réel problème d'apprentissage de la vie relationnelle et tenir compte des besoins les uns des autres. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de valorisation, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'estime de soi, j'ai besoin de manger, de boire, des besoins élémentaires, physiologiques, basiques, n'est-ce pas? Eh bien, quand je cherche à satisfaire ce besoin, il faut que j'apprenne comment satisfaire ce besoin, n'est-ce pas? Et il faut que j'apprenne aussi comment satisfaire ce besoin, jamais au détriment de la satisfaction des besoins des autres. Très bien. Et c'est là que je parle d'une éducation au service de la vie et pas une éducation au service de la domination. C'est-à-dire, l'éducation au service de la domination, c'est quoi? C'est qu'il y a un maître qui impose sa volonté. On doit faire ce que le maître veut que nous fassions, n'est-ce pas? Pour satisfaire ses besoins à lui. La jungle, quoi. Oui. Et là, il y a toujours des frustrations, il y a toujours des insatisfactions qui sont à la base de violence.
On parle aujourd'hui de Koulouna, on parle des gens qui vont, je sais pas moi, faire la rébellion, la guerre, et tout ça, qui prennent des armes, et tout. Mais quand on y regarde de près, on se rend compte que tout cela est lié au fait que les besoins ne sont pas comblés. Et on ne tient pas compte de mes besoins. Nous avons un système d'éducation, n'est-ce pas, où on vous dit c'est ceci qu'il faut faire. Et si tu ne fais pas cela, on te punit. Une éducation fondée sur la peur de la punition produit des hypocrites, produit des personnes qui ne sont pas vraies, produit le mensonge dans les relations et dans le mode de fonctionnement et de vivre ensemble. D'accord. Oui. Je vais donner aux téléspectateurs comment ça c'est pratique, je l'ai vécu. Vous savez, à l'âge de 10 ans, bon, chez moi on vendait le café, tout ça, on avait un peu d'argent. Qu'est-ce qui se passait? C'est que quand j'avais envie d'aller au cinéma, je demandais à maman, maman, je veux aller au cinéma. Elle dit, va prendre l'argent dans le tiroir. Je trouve que l'argent est éparpillé partout. Bon, j'avais demandé 5 francs, je prends 10 francs. Et puis, le lendemain, il faut aller boire du café avec des amis. Je demande à maman, j'ai besoin d'argent. Bon, on va prendre. Et puis un jour, je trouve que... et non, elle me disait, va compter l'argent. Bon, je compte, je prends. Et puis un jour, je trouve que l'argent est bien rangé. Elle me dit quand même, va compter. Je dis, mais comment? Mais l'argent est bien rangé, est-ce que quelqu'un est passé ici pour compter? Et puis je dis, bon, c'est tel montant, et je prends seulement ce que j'avais demandé. Parce que je me dis, quelqu'un a compté. Voilà comment j'ai arrêté de prendre un peu plus. Je dis, mais maman que j'aime, hein, pourquoi je vais lui faire ça? Et ça m'est resté jusqu'aujourd'hui. Donc tricher. Elle aurait pu me formater autrement. Mais elle dit, tu vois, avant tu volais, maintenant tu ne voles plus. Mais c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et cet exemple, je le donne souvent à beaucoup de gens. Fouetter n'a sert à rien. Faites comprendre à l'enfant que ce qu'il faisait n'était pas ça, c'était ma vie. Bon, alors, mes chers amis, le problème est là. Qu'est-ce que on peut suggérer aux téléspectateurs? Parce que dans tout cela, Monsieur l'abbé l'a dit, c'est l'amour qui est le moteur. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour du partage, l'amour du pays. Qu'est-ce que nous pouvons proposer à nos téléspectateurs? Et je voudrais vous dire qu'ils nous suivent religieusement, qu'ils sont contents de cette émission parce qu'elle n'est pas politique, c'est une émission d'éducation. Qu'est-ce que nous pouvons, Monsieur Bonigaba, qui est à côté de moi, qu'est-ce qu'on peut suggérer? Eh bien, comme nous avons dit dès le départ, il y a plusieurs intervenants dans l'éducation qu'on doit donner depuis la naissance jusqu'à la mort. Et donc, il faut s'assurer que chaque intervenant joue correctement son rôle. L'intervenant qui doit forger la mentalité de l'enfant, ils sont nombreux. C'est depuis le parent lui-même jusqu'à l'éducateur au niveau du primaire, ainsi de suite. Il faut vraiment que nous puissions nous mettre en tête que la mentalité actuelle de l'enfant, ce n'est pas une mentalité de libération, une mentalité de développement. Et donc, il faut absolument repenser la manière d'inculquer les valeurs et les choses qui feront de l'enfant
un acteur aimant son pays, aimant son prochain, et qui doit se sentir comme un véritable, comment dire, donc on est ensemble dans un groupe social, mais chacun a un rôle à jouer. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Disons-le, franchement, c'est ça, c'est le chacun pour soi qui paye aïe. On dit à Lingala. Et avec ça, celui qui voit ça de l'extérieur se dit, mais voilà un endroit où on peut aller se servir tranquillement. Parce que les égoïsmes réciproques vont empêcher qu'il y ait un groupe soudé face à l'adversité, face au monde extérieur. Et c'est effectivement ce qui se passe. On joue sur les égoïsmes des uns et des autres. Celui qui a une place importante dans la société veut y rester le plus longtemps possible, et tous ceux qui sont censés être ses proches vont l'encourager à ne pas lâcher le morceau parce que c'est maintenant leur tour. Avec cette mentalité-là, on est sûr qu'on va continuer à être dominé, à être exploité comme aujourd'hui. Parce que le pays que nous sommes, le Congo, ne peut pas connaître la misère qu'on a. Avec ce qu'on a comme moyens, comme ressources, c'est le pays qui devrait être celui qui distribue en quelque sorte des aides à gauche, à droite, parce qu'on a tellement de ressources qu'on en aurait plus qu'assez pour nous-mêmes. Mais avec les égoïsmes qui se sont installés, on vit nous-mêmes dans l'extrême pauvreté, alors qu'on a toutes ces richesses-là. Et puis il y a autre chose, mon cher Bonigaba. Ces églises du réveil qui font en sorte que, non, moi, on a eu à Zando qui, on jette les enfants dehors. Et les enfants, ces enfants n'ont pas d'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, qu'est-ce qu'il aura à donner, sinon la violence? Il n'a pas été aimé. Il a vécu dans le froid, dans la pluie, mais cet enfant, c'est un enfant perdu. Il faut condamner ces églises qui prêchent Ndoki, Oyomoine Ndoki. Monsieur l'abbé, je suis totalement dans cette ligne-là. Je suis totalement dans cette ligne. Je crois que le problème, en fait, de l'éducation, c'est l'éducation à l'humanisme, l'éducation à être plus humain. L'éducation doit nous amener à être plus humains. C'est pourquoi j'ai dit, cette éducation au service de la vie, c'est une vie plus humaine, une vie toujours plus humaine. Vous voyez? Et cette éducation au service de la vie englobe tous les aspects de la vie. Récemment, j'ai fait une proposition, puisque on a peur de parler de ce qui touche à la vie politique, c'est-à-dire à la vie de la cité, la vie de la société, n'est-ce pas? Parce que le mot politique a pris une connotation très négative, très mauvaise, ce qui fait qu'on ne doit pas en parler. En venant ici à l'émission, quelqu'un me dit « Ah, vous allez encore parler politique, vous allez... » Moi, je dis non, nous allons parler éducation. Mais j'ai fait une proposition. J'ai dit, pourquoi n'aurions-nous pas un programme d'éducation à la culture démocratique? Par exemple, aujourd'hui, dans un monde ou dans une société comme la nôtre, où on dit c'est la démocratie, tout le monde parle de démocratie, et le nom même du pays, République démocratique du Congo. Mais où sont les démocrates? Où sont-ils? Ils ne sont pas formés. Nous ne sommes pas éduqués à une culture démocratique. Parce que la démocratie, comme j'aime bien le dire, avant que ça ne soit une affaire d'institution, de mode de fonctionnement, de gestion du pouvoir et tout, non, c'est d'abord une question de culture, de valeurs culturelles. Et ces valeurs, ça s'apprend.
Ça Oui. s'apprend dès l'enfance, dès la prime enfance. Oui, tout à l'heure, j'ai ri parce que j'avais envie de vous donner une torche. Vous dites, où sont les démocrates? Vous avez besoin d'une torche parce que Il n'y en a pas. Conclusion. Non, ce que je voulais juste dire que si nous voulons parler de l'éducation, l'éducation, c'est faire sortir la personne, l'être humain, d'une situation moins humaine Vers une situation plus humaine. Merci, monsieur l'abbé. Monsieur... J'aime beaucoup l'exemple qu'a pris M. l'abbé. En fait, la question se pose d'abord sur l'identité des personnes que nous sommes. Quand on dit recherche de l'amour ou démocratie, je prends une personne, Jean-Pierre Kibambi Shintoa. Celui qui parle de la démocratie, c'est Jean-Pierre. Mais celui qui vote, c'est Kibambi. C'est ça le problème. C'est-à-dire, celui qui parle des théories démocratiques, c'est le formaté. Mais celui qui va voter, tribu, c'est Kibambi. C'est ça le problème. Et il faut arriver à relier les deux. Voilà. Parce que l'exemple le plus patent, c'est nos frères qui sont aux Antilles, qui sont noirs, venus d'Afrique. Mais quand on parle de leur culture, on leur apprend quoi? Nos ancêtres les Gaulois. Même nous un peu. Hein. Oui, parce que nos ancêtres les Gaulois. Bon, on fait quoi? La personne finalement issue de ce moule-là, il est quoi? Il est Jean-Pierre par rapport à l'école, mais par rapport à la vie, il reste Kibambi. C'est comme ça que vous verrez que on dit, par exemple, je prends le milieu du football, tout le monde va prier avant le match, et quand on entre sur le terrain, chacun a ses fétiches. Donc, lui, l'interne, l'éthos revient, c'est-à-dire, il a prié pour faire bonne figure avec tout le monde, mais quand il rentre, il reprend ses fétiches. De même, parlant de démocratie, c'est-à-dire, on dit, ok, voici ce qu'on doit faire, et tout le monde sait. Mais pourquoi les gens s'éternisent? Ils comptent sur qui? Ils comptent sur leurs électeurs qui disent ne changez pas, restez, poursuivez. Ça, c'est le pouvoir africain qui a en lui. C'est-à-dire, il est resté au niveau du chef coutumier. Et le chef coutumier, il est à vie. Il est à vie. Donc, vous parlez démocratie, c'est une bonne théorie, mais lui, l'intérieur reste chef coutumier. Oui. C'est comme ça que nous continuons à demander des comptes au chef de l'État. Alors que constitutionnellement parlant, c'est le Premier ministre qui dirige le pays. Personne ne parle du Premier ministre. Le chef de l'État, parce qu'il y a une dichotomie intérieure. Nous-mêmes, nous posons problème. L'identité de la personne pose problème. Qui sommes-nous au finish? C'est lui, l'être auquel on demande l'amour ou de trouver des solutions par rapport à son environnement direct, qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas déjà son environnement direct. Il ne sait pas qui il est. Vous voyez, c'est difficile de trouver un Japonais qui s'appelle Justin. Il est resté japonais, il mange avec ses baguettes, il se met sur un coussin pour manger. Ça, c'est lui, depuis des millénaires, malgré le passage de l'Occident, quel que soit l'endroit où on sait que les Japonais, ça se passe comme ça. Mais nous, quand on est aux États-Unis, on est une autre personne, on est américain, on rentre en Europe, on est une autre personne, et la même personne, vous la remettez au village, dans son village, ça devient une autre personne. Quelle est l'identité de la personne qu'on veut faire avancer, qu'on veut éduquer? Et les Grecs ont trouvé, connais-toi toi-même. Est-ce que nous nous connaissons? Voilà le point de départ. Qui sommes-nous? Rapidement, une minute. Vous voyez à quel point nous avons parlé, et c'est maintenant seulement qu'on se rend compte que la fameuse remise en question
dont parlait Mabika Kalanda, au moment où nous sommes devenus théoriquement maîtres de notre destin. Il faut la faire, c'est très bien sa question, parce que c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que, en fait, nous sommes des êtres assez hybrides, atypiques, parce que nous pensons être ceci alors que ce n'est pas le cas. Si nous revenons sur ce qui est fondamental, pour remarquer que ici, il y a des choses à corriger. Ici, il y a ce qu'il faut ajouter. Parce que nous voulons, au moins nous savons ce que nous voulons. Nous voulons avoir des hommes et des femmes qui aient une mentalité de développement. Parce que nous sommes dans la logique de sortie du sous-développement. Donc, au moins ça, nous savons que c'est ça, notre ressort profond, c'est celui-là. Mais maintenant, il faut organiser. Il faut organiser les choses de telle sorte que, effectivement, nous puissions avoir cette mentalité de conquérants, des gagneurs, d'entrepreneurs, de bâtisseurs, pour que enfin nous puissions nous approprier notre pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours donné l'impression que nous n'avons pas encore pris possession de notre propre pays. C'est parce que justement la mentalité ne s'y prête pas. Nous sommes toujours dans la logique de croire que c'est tel qui doit nous assister, et nous devons toujours demander, alors que nous avons tout pour nous organiser et faire autrement les choses. Oui, monsieur l'abbé, vous n'avez plus que 1 minute 30. Oui, le pauvre. Je vais enfoncer le clou dans ce que Justin a dit tout à l'heure. Il a posé la question clé. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui suis-je? Notre identité, ça fait partie de ce qu'on appelle l'identité culturelle. Quelle est notre identité culturelle? Mais au-delà de l'identité culturelle, il y a la question de d'où venons-nous? La connaissance de notre histoire. Si nous ne connaissons pas notre histoire, nous allons faire quelle éducation? Nous allons faire quelle éducation? L'éducation des autres. Des autres. Parce que nous n'écrivons pas. Voilà. Ceux qui écrivent vont venir nous dire ce qui On a évoqué tout à l'heure l'initiation. Eh bien, ça c'est d'où nous venons. Est-ce qu'aujourd'hui, on initie à la vie? Non. On donne des connaissances. On inculque des choses, mais on n'initie pas à la vie. D'où venons-nous? Et où sommes-nous aujourd'hui? Il faut se poser cette question. Où sommes-nous? Où en sommes-nous avec notre système éducatif? Où en sommes-nous? N'est-ce pas? Un système éducatif de répétition, de reproduction de ce que les autres ont pensé. N'est-ce pas? Où allons-nous? Voilà. Nous avons eu à évoquer ces questions lors des émissions antérieures, l'année passée. Et en définitive, où voulons-nous aller? Et c'est ça, la remise en question. La remise en question consiste à se poser la question fondamentale, mais où voulons-nous aller? Est-ce que là où nous sommes, c'est là où nous devons être? Où nous devons aller? Plus loin. Plus loin. Nous devons aller même pas plus loin, ailleurs. Nous devons aller ailleurs. Et l'ailleurs, c'est où? Et tout ça, nous devons... Voilà, y réfléchir. Tout à fait. Voilà. Monsieur l'abbé, je vous remercie, maître Magala. Je vous remercie d'être venu, fidèle des fidèles, Modeste Bonigaba. Merci de tout cœur. J'espère vraiment que vous allez tirer quelque chose de toutes ces interrogations. Parce que ce pays nous appartient et ce pays ne devrait pas être au niveau où il se trouve. Ne cherchons pas les fautifs. Non. À partir de là où nous sommes, posons-nous les différentes questions que nous nous sommes posées, notamment celle de savoir qui sommes-nous et où devons-nous aller? Et le plus loin possible, parce que Dieu a tout versé dans ce pays. On n'a pas de faux fouillants. Dieu a tout donné. À nous de jouer, à vous de jouer.
Bonsoir et bonjour partout où vous nous suivrez. Merci vraiment de nous avoir suivis.